Bonjour à tous, merci d'être connectés. Donc, je me présente rapidement, je suis Yvon Gay, directeur associé du cabinet Sémaphore, un cabinet spécialisé dans les transformations RH, plan de sauvegarde de l'emploi ou réorganisation de plusieurs manières. Donc, comme vous le voyez en fond d'écran, il y a plusieurs logos qui apparaissent puisque vous avez été invité à ce JT par votre cabinet comptable. Le JT est organisé par le groupement national Différence dont votre cabinet comptable fait partie. Ce JT sera proposé en replay également pour ceux, si vous voulez le revoir ou si vous voulez le diffuser à d'autres, sachant que ces lives, ce replay sera inscrit sur le site de chacun de vos cabinets comptables sur un lien particulier qui est le lien Covid-19 que vous trouverez facilement. Et d'un point de vue très pratico-pratique, nous avons 30 minutes ensemble. Donc, je vais aller sur les thèmes, le thème principal qui est celui du dialogue social, la continuité du dialogue social pendant la crise et comment le gérer ou comment l'anticiper post-crise. À savoir que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Posez-les, s'il vous plaît, dans l'espace chat, dans l'espace de discussion, et nous y répondrons. Pas forcément en live, mais ultérieurement dans les jours qui viennent. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, le point, c'est bien le dialogue social dont on va parler aujourd'hui, la continuité du dialogue social pendant la crise et comment anticiper le dialogue social post-crise, est-ce qu'il va évoluer ou non. Un petit rappel très très court, parce que je pense qu'il faut contextualiser en fait en termes de dialogue social ce sujet-là de la crise. Il y a eu plein d'évolutions législatives qui ont marqué le dialogue social en France et qui ont simplifié les procédures de dialogue social dans les entreprises. Les employeurs ont trouvé pas mal de bénéfices à ces différentes évolutions législatives. À l'inverse, les partenaires sociaux, les organisations syndicales, et notamment pour la dernière, les ordonnances dites Macron, ils ont trouvé que c'était parfois une forme de régression dans les prérogatives qui étaient les leurs. Donc, on est marqué sur ce début d'année, puisque c'est le commencement de la mise en place des CSE, et donc l'instauration des CSE en tant que telles et les premières réunions de CSE, c'est marqué par quelques cicatrices encore ouvertes sur les négociations qui ont pu avoir lieu et avec des points de désaccord réels dans le cadre de ces négociations, comme la baisse du nombre d'élus, d'heures de délégation, la fusion des instances et notamment la disparition du CHSCT. Et ça, on va en reparler parce que c'est important dans le cadre notamment des conditions de travail et de reprise du travail, la non-présence des suppléants en réunion, les possibilités de réunion à distance. Alors bien évidemment, c'était beaucoup plus marqué dans les grosses entreprises que peut-être dans les plus petites entreprises. Et pour autant, c'est un contexte à prendre en considération pour ce dont on va parler par la suite. Alors, quand on veut parler du dialogue social, en fait, on est dans le même cheminement que dans d'autres sujets. Là, il y a eu, pour le confinement, pour la crise, il y a eu des mesures exceptionnelles qui ont été prises. C'est des mesures, on va dire, techniques, qu'il est bon de savoir, qu'il est bon de connaître. Je vais les présenter, on va y passer rapidement. Si vous avez des questions, j'y répondrai par la suite. Et ensuite, il y a comment le dialogue social, en termes de savoir-faire et de savoir-être, pendant la crise et post-crise, qui sont aussi des sujets, de notre point de vue, très importants à anticiper. Sur les mesures exceptionnelles qui ont été prises, elles sont issues, on va dire, de trois décrets et ordonnances successives, celle du 26, celle du 1er avril, 26 mars, celle du 1er avril et celle du 22 avril, qui viennent quelque part préciser comment va pouvoir être gérées les relations sociales, le dialogue social à distance et les dérogations que l'employeur peut utiliser pour aller plus vite finalement par rapport à des obligations qu'il peut avoir vis-à-vis du CSE et des partenaires sociaux. Donc, la première qui est pas neutre, qui concerne en particulier les TPE, ce sont les élections, notamment les élections du CSE avec de nouveaux délais, avec un processus électoral qui est suspendu à compter de 12 mars
et dont la reprise n'est pas encore indiquée puisque elle est fixée à 3 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, date qui reste effectivement à préciser, à confirmer. Est-ce que c'est le 11 mai ou est-ce que ça sera une date ultérieure? Ça, on le saura prochainement. Et le report, bien évidemment, des élections TPE, report qui est a priori au premier trimestre 2021. Voilà. Donc, la conséquence de ça, la conséquence immédiate et concrète, c'est qu'il y a prorogation des mandats des représentants élus pour ce qui est des CSE et prorogation des mandats en cours et des conseillers prud'homaux et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour ce qui concerne les TPE. Donc ça, c'est une dérogative et une mesure précise qui a été proposée. D'autres dérogatives ou d'autres mesures ont été proposées dans le cadre de ce qu'on appelle de manière générale le dialogue social. C'est sur les réunions à distance. Alors, bien évidemment, dans la loi Macron, il était possible déjà de faire des réunions à distance, mais elles étaient limitées à 3 par an. Et là, aujourd'hui, il a été précisé que pour l'ordre du jour, rien ne change, puisque c'est toujours avec le secrétaire du CSE qu'il faut le concocter. Bon, en l'absence de réponse du secrétaire, de multiples raisons, l'ordre du jour peut être fait de manière unilatérale. Et là, ce qui change énormément, c'est que le nombre de réunions pouvant être tenues par visioconférence n'est plus du tout limité. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'elles se passent toutes presque par visioconférence et qu'en plus, il y en a beaucoup qui s'enchaînent puisque on est quasiment, de ce que je sais, sur un rythme de 1 réunion du CSE par semaine actuellement. Un recours possible et autorisé à la conférence téléphonique ou un panachage des solutions entre visio et conférence téléphonique, toujours en s'assurant que les moyens technologiques à disposition sont rendus possibles pour l'ensemble des membres présents. Le petit point de vigilance, et j'irai surtout sur les points de vigilance concernant ces mesures techniques, c'est quand les élus n'ont pas accès à la visioconférence, ils doivent pouvoir avoir l'ensemble des documents d'information nécessaires à leur consultation en amont pour pouvoir non seulement les prendre enfin les lire et en prendre connaissance, mais pour pouvoir réagir dès lors que l'employeur pourra les présenter lors de la réunion. Le recours autorisé à la messagerie instantanée de manière subsidiaire, mais là, pour le coup, il est à privilégier bien évidemment la visio, ensuite l'audio et la messagerie instantanée voilà, en troisième cas. Donc, réunion à distance rendue possible et de manière illimitée. Se pose du coup la question du rendu d'avis, forcément. Et ce rendu d'avis, il peut être du coup à main levée, tel que ça peut être le cas d'ailleurs dans les réunions de CSE physiques, ou il peut être à bulletin secret demandé par le CSE. Là, il faut garantir l'anonymat du scrutin. Et donc là, il est à privilégier des solutions électroniques que quelques prestataires sur la place proposent, qui vous sécurisent sur la véracité des solutions et en tout cas la faisabilité des solutions. Voilà. Point de vigilance également sur l'établissement du procès-verbal. Ça reste de la compétence du secrétaire de l'instance, du secrétaire du CSE, sinon du secrétaire adjoint si le secrétaire n'est pas là ou s'il ne peut pas. Et sinon, pensez bien à désigner un secrétaire de séance. Mais là, finalement, on est sur les mêmes considérations que lorsqu'on faisait précédemment des CSE physiques. Sur les absences, là, pareil, on rappelle quelque part le mécanisme légal, notamment sur les procédures d'information, consultation et les suppléances. Rappelons-nous que les suppléants ne sont plus nécessairement dans les CSE, donc le mécanisme de suppléance doit être bien pensé dès lors qu'un titulaire ne se porte pas présent. Il faut penser à inviter son suppléant. Sachant qu'il peut être proposé aux représentants du personnel dont le contrat de travail est suspendu de tout de même participer aux réunions de CSE à distance. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que le contrat de travail est suspendu qu'il ne peut pas participer au CSE à distance, puisque son mandat, lui, que son contrat de travail soit suspendu ou non, reste de plein exercice. Et donc, d'ailleurs, ses heures de délégation, tout autant. Rappelons, mais ça c'était déjà le cas, aucun quorum n'est fixé par la loi pour l'adoption de résolutions. Point de vigilance sur l'absence d'un ou plusieurs représentants de la direction. Voilà, en cas de maladie, le contrat de travail, lui, est suspendu et la réunion ne pourra valablement pas être présidée par la personne concernée. Voilà. Donc, pensez, c'est ce qu'on met avec le petit
petit cône avec le chat, pensez à votre bras droit qui, lui, ne serait éventuellement pas malade et pensez donc du coup à mettre à jour les délégations de pouvoir. Voilà. Ça serait dommage que vous preniez des décisions d'urgence dans une réunion et qu'il vous soit retoqué le fait que le président de séance voilà, n'a pas les pouvoirs pour le faire, soit parce qu'étant malade, soit parce qu'elle n'ayant pas eu la délégation nécessaire. Alors, les accords d'entreprise, parce que ça, on parle du CSE, des informations, consultations, des rendus d'avis, certes, mais il y a un sujet majeur qui est celui des accords d'entreprise et de la négociation en entreprise. Et là, pour le coup, ça reste malgré tout les prérogatives des organisations syndicales, pas nécessairement du CSE ou du CSE dans certaines manières, notamment pour les petites entreprises ou dans des circonstances particulières. La négociation voilà, donc est rendue plus facile. Hein, l'employeur, notamment pour ce qui est des congés payés voilà, ou des jours de repos, voilà, peut imposer un certain nombre de choses. Il est recommandé d'organiser les réunions de négociation collective à distance par le ministère du Travail, toujours dans les mêmes principes de loyauté de la négociation tels qu'ils existaient déjà dans le cadre de négociations physiques. Ce qui est important, c'est que là, à la différence des membres élus ou représentants du personnel, les délégués syndicaux, eux, il n'y a pas de mécanisme de suppléance qui existe. Donc, en cas d'indisponibilité des délégués syndicaux, là, rapprochez-vous de manière très directe des organisations syndicales représentatives concernées pour que le délégué syndical soit remplacé par un autre délégué syndical afin de pouvoir mener les négociations bon, bien évidemment, une personne qui remplisse bien les conditions prévues par le Code du travail. Et donc, il faut revoir un petit peu les conditions d'élection, les conditions électorales, pour vous assurer que la personne qui vous est proposée voilà, soit pas non éligible au titre de délégué syndical. Respect de la loyauté de la négociation, ça veut dire que, bien évidemment, vous envoyez, enfin, vous invitez toutes les organisations syndicales représentatives à négocier et vous envoyez tous les sujets de négociation voilà, de manière identique à l'ensemble des organisations syndicales. Ça, rien ne change. Pour signer un accord, bah là, pareil, hein, il y a quelques dérogations, ou en tout cas quelques points à préciser. Privilégier bien évidemment la signature électronique. Il est possibilité d'envoyer le projet soumis à signature par courrier à l'ensemble des parties à la négociation afin que chacun puisse le signer manuellement. Alors l'idéal, mais on voit bien que l'idéal, il est difficile à respecter. L'idéal, ça serait que la signature soit apposée sur le même document. Et ce qu'il est donc possible de faire, si c'est matériellement impossible, ce qui est possible de faire, c'est d'envoyer un projet d'accord à toutes les parties prenantes qui vont le signer, elles, individuellement, et ensuite vous agraferez voilà, tous les exemplaires individuellement signés par chacune des organisations syndicales pour en faire un seul et même document. Et là, ça sera valable en termes d'accord d'entreprise. Alors, bien évidemment, dans un certain nombre de cas, il n'est pas possible de négocier avec les organisations syndicales représentatives et donc il faut consulter le personnel par vote électronique. Ça met une démarche un peu compliquée et pour autant nécessaire, puisqu'il y a certains accords d'entreprise qui doivent être négociés puis soumis à l'approbation des 2/3 du personnel, notamment dans les TPE où il n'y a pas d'organisation syndicale représentative. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'autre choix actuellement que d'organiser l'approbation au scrutin secret, donc à caractère personnel, secret de la consultation garanti. Donc, une consultation uniquement par mail ne serait pas recevable, de ce que l'on comprend. Hein, donc, c'est un point de vigilance qu'on vous soumet. Et donc, le scrutin peut être réalisé sous enveloppe ou par voie électronique. Donc là, ça rend les choses effectivement un petit peu plus complexes. Et pour autant, il va falloir trouver les moyens de le faire si vous êtes dans ce cas de figure particulier. Dans le cadre du dialogue social, voilà, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les. Mais il y a des choses qui ont été modifiées pour ce qui concerne les PSE, hein, les plans de sauvegarde de l'emploi pendant la crise sanitaire. Alors, voilà, on va dire qu'il y a 4 cas. Le premier cas, c'est des procédures qui ont été achevées et donc les directs ont instruction de continuer à prendre les décisions d'homologation.
Le deuxième cas, c'est les procédures qui sont en cours d'information-consultation. Et ce qui est dit, c'est si le déroulement peut être normal, et on voit que c'est quand même compliqué d'avoir un déroulement normal. Vous avez vu dans la presse qu'il y a quelques gros cas qui ont fait un peu de retour en arrière là-dessus. C'est un déroulement normal, faisons le déroulement normal. Sinon, il est possible de négocier et de signer un accord de méthode pour suspendre la procédure, soit ou sinon de recueillir l'avis des organisations syndicales représentatives et du CSE par mail pour suspendre la procédure, ou alors même l'employeur pour suspendre de manière unilatérale la procédure. Suspendre voudrait dire quoi? C'est éventuellement la reprendre après la crise ou éventuellement la faire différemment. Donc voilà, cette possibilité existe. Si l'entreprise s'apprête à lancer un PSE, là, pour le coup, il est recommandé par le ministère du Travail de fortement repousser cette annonce. Alors, ça, c'est d'autant plus vrai que, effectivement, les pouvoirs publics ayant proposé plein de moyens financiers, économiques, de soutien à l'économie et aux entreprises, cette préconisation, voilà, elle va dans ce sens. Et le dernier cas de figure, c'est pour les dossiers déjà validés. Donc, il appartient aux entreprises de mettre en œuvre le PSE en adaptant éventuellement le calendrier d'exécution. Sur les autres points, et là c'est pareil, je vais simplement préciser les points de vigilance de notre part, bien évidemment. Les ruptures de la période d'essai, excusez-moi, il manque période, est en principe libre et n'a pas à être motivée. Le point de vigilance étant que est-ce qu'on ne pourrait pas être taxé d'une rupture dite abusive si effectivement on n'a pas été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles. Donc attention à cette rupture de période d'essai. La rupture conventionnelle, rien ne l'interdit non plus. Par contre, il va y avoir une difficulté de tenir les entretiens physiques avec le salarié. Et là, on pense que la directe, compte tenu de ce qu'on a dit précédemment, voilà, du fait que l'État a mis des moyens à disposition des entreprises, la directe sera très regardante pour pas que ça soit un PSE déguisé. Alors, elle l'était déjà par le passé, elle le sera d'autant plus dans cette période-là. La rupture pour cas de force majeure, compte tenu des mesures prises par le gouvernement, ça nous semble difficile à tenir ce sujet-là, ce qui n'a pas forcément été le cas dans des autres crises précédentes, type H1N1 de mémoire. Et les licenciements, ils ne sont pas interdits. Donc, ça reste possible avec, par contre, des procédures avec des entretiens préalables qui pourraient faire l'objet d'un report à la demande du salarié ou de l'employeur. On voit bien que, quelque part, de tenir des réunions physiques sur ce sujet-là risque d'être compliqué et le salarié lui-même va avoir des difficultés à se faire accompagner par un représentant du personnel ou par un collègue lors de ces entretiens-là. Salarié protégé, il y a une instruction particulière pour justement la procédure d'enquête contradictoire qui a été proposée. Et pour les licenciements disciplinaires, pareil en termes de points de vigilance sur les entretiens à tenir. Par contre, il faut respecter les délais de prescription applicables au plus tard dans les 2 mois suivant la connaissance des faits fautifs. Sinon, on passe ce délai et donc la procédure disciplinaire en tant que telle ne pourra plus être reconnue. Alors là, c'était les mesures techniques dans le cadre du dialogue social, en tout cas celles qui ont été proposées dans les 3 dates et dans les 3 ordonnances et décrets que je vous ai précisés en amont. C'est du savoir. Ensuite, bien évidemment, le dialogue social, c'est principalement du savoir-faire et du savoir-être. Dans le dialogue social et dans la relation sociale. Et donc, ce qu'on disait en préambule, à savoir que le climat précédant cette crise n'était pas des plus folichonnes entre partenaires sociaux, patronales et organisations syndicales, alors plutôt au niveau national que dans les entreprises. On voit bien que dans les entreprises, ça se passait bien dans un certain nombre de cas. Là, on voit que si au départ, il y avait une forme de consensus, ce que j'appelle l'acte 1, à l'annonce des mesures, où on voyait même que patronat et organisations syndicales se tweetaient pour se féliciter des prises de position des uns et des autres. Très vite, on est revenu sur des phénomènes de crispation, de confrontation et d'opposition. Sur l'acte 2, sur les négociations du chômage partiel ou des mesures unilatérales, ça a parfois été difficile avec des oppositions fortes entre organisations syndicales et employeurs, notamment sur la compensation ou non du chômage partiel, sur les rémunérations, sur les primes. L'acte 3, sur les dispositifs de reprise, et on est aujourd'hui là-dessus pour la sortie du confinement. Là également, il y a de l'incompréhension, voire un peu de conflit.
on voit, alors je ne vais même pas parler que de Amazon, hein, qui fait, voilà, qui fait les choux gras de la presse, mais dans bon nombre d'entreprises, c'est des sujets un peu de tension sur les dispositifs de reprise et pourquoi on reprend alors que l'activité n'est pas considérée comme une activité vitale dans le cadre du confinement, pourquoi on reprend aussitôt et pourquoi on reprend aussi largement. Et l'acte 4, sur le post-crise, il y a des points de vue déjà qui sont divergents entre il va falloir travailler plus, il va falloir revoir le calendrier social, il va falloir voilà, est-ce que l'activité est vitale et pas vitale? Donc voilà, on voit bien que quelque part, ce sont des sujets de tension. Alors, la réalité dans les TPE et les PME, elle est peut-être d'une autre nature, hein, où on voit aussi que certains collectifs de travail font corps avec l'entreprise, avec un grand E, et ça, c'est une bonne chose. L'entreprise revient au cœur du village dans sa fonction première, mais pour autant, on est tous un peu marqués par l'ambiance globale qui pourrait avoir une certaine influence sur le corps social. Nous, ce qu'on dit, c'est que le dialogue social sur la partie savoir-faire et savoir-être va nécessairement passer par la confiance. Bon, ça, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais encore plus aujourd'hui que peut-être hier. Confiance, bien évidemment, ne veut pas dire d'être d'accord sur tout, et confiance impose la transparence, le respect, la bienveillance et la continuité. C'est pas confiance, ayez confiance, ça va pas pouvoir être comme ça, quand bien même vous êtes peut-être un manager leader, un manager charismatique. Là, tout le monde va revenir dans l'entreprise avec plein d'informations, des informations contradictoires, plein de positions prises par les uns et les autres, et va revenir avec des intentions, des envies et des questions. Et donc, il va falloir mobiliser dès maintenant, ça s'anticipe, toutes les parties prenantes. Bien évidemment, la direction et les représentants du personnel, ça on l'a vu parce que les négociations sont nécessaires et obligatoires et il va falloir trouver des terrains d'entente, mais il ne faut surtout pas négliger ni les managers de proximité, ni les salariés et pas plus les représentants de la puissance publique, et en particulier la médecine du travail et la directe qui vont jouer un rôle tout à fait particulier dans cette période-là. Mobiliser toutes les parties prenantes, pourquoi et comment? Il va falloir donner du temps aux IRP, hein, aux instances représentatives du personnel et aux organisations syndicales, puisqu'il va falloir négocier avec elles, trouver les compromis, s'assurer que les mesures que vous allez prendre font sens pour eux, alors font sens à savoir qu'elles vont être acceptables, notamment sur les mesures de reprise en termes de conditions de travail. Et en plus, de notre point de vue, il va falloir anticiper l'après, puisque, a fortiori, voilà, on va avoir des entreprises avec une certaine fragilité économique, et donc il va falloir bien faire comprendre ces sujets-là aux organisations syndicales et aux représentants du personnel pour qu'il y ait un juste équilibre entre les exigences économiques et de reprise et les exigences en termes de conditions de travail et de dialogue social. Des partenaires à ne pas négliger, la médecine du travail et la directe. J'y reviendrai en particulier sur la médecine du travail. Vous savez qu'elle a des pouvoirs étendus, notamment celle de pouvoir procéder à des arrêts de travail, mais aussi celle de devoir avoir une lecture des mesures prises pour reprendre le travail, des mesures en termes de conditions de travail, et donc du coup une lecture de l'actualisation de votre document unique de prévention des risques. Et là, ça sera un sujet majeur de trouver auprès de la médecine du travail les mesures qui vont bien pour qu'elles soient quelque part d'accord avec tous les dispositifs que vous proposez. Du soutien et des objectifs réalisés pour les managers de proximité. Là, ça nous paraît aussi essentiel de garder un lien très fort avec les managers et de les aider, eux, à garder un lien très fort avec leurs équipes. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, en fait, on peut facilement perdre le fil avec les salariés, avec les équipes, et les managers peuvent aussi eux-mêmes réfléchir à des positions un peu contradictoires entre voilà, il faut reprendre pour le bien de l'entreprise, et à la fois moi-même je me sens pas de reprendre par rapport à la situation
et l'appréhension que j'ai par rapport au virus. Et les managers vont être nécessairement challengés par les salariés. Pourquoi? Parce que les salariés aujourd'hui, ils ont des sphères d'influence. Tout le monde a son WhatsApp, tout le monde a ses relations à distance avec des collègues, avec des amis, etc., etc. Et le manager, il va devoir retrouver de la légitimité de management. Et pour retrouver de la légitimité de management post-crise, il faut qu'il en conserve le maximum pendant la crise. Donc, des points réguliers avec ses salariés nous semblent être un point fort pour les managers. Du lien professionnel de proximité avec les salariés, je viens d'en parler. Il ne faut surtout pas oublier les salariés, quand bien même ben voilà, on est en télétravail, on est en chômage partiel, on est en RTT imposé. Il ne faut surtout pas oublier les salariés. Il faut s'assurer que le lien professionnel avec l'entreprise soit maintenu régulièrement. Il faut instaurer des rituels. Et ça, c'est dans le but de la continuité du dialogue social. Pourquoi? Parce que les salariés demain, tout comme les managers, voudront être beaucoup plus impliqués dans le dialogue social qui ne pourra plus être un domaine de spécialiste entre la direction et les représentants du personnel. Donc, à chaque période, ces points d'intention, dans le cadre du dialogue social, chaque période, nous, on en identifie 4. Celle du confinement, avec les mesures techniques et sociales qui ont été prises. Et là, on va dire, j'oserais presque dire que ça a été finalement la période la plus facile à gérer, puisqu'en fait, il y a eu des directives qui se sont imposées à tous. Aujourd'hui, il y a la perspective de la reprise. Alors, bien évidemment, il y a des entreprises qui bossent déjà, mais il y a la perspective d'une plus grande reprise. Et là, je pense qu'une majorité d'entreprises se trouvent à ce moment-là. Donc, c'est l'urgence sur les conditions de sécurité sanitaire. Ensuite, il y a la reprise. Et ensuite, il y a le retour à la normale. Et donc, tous les sujets, tous ces sujets-là que je vous liste ici, à mon avis, il faut à chaque période-là vous questionner, savoir comment vous les prenez en compte. Et notamment, et en particulier, on le voit, l'équité, qui est un sujet majeur à prendre en considération. Donc, bien préparer la reprise, et j'ai plus que 5 minutes devant moi. Est-ce que c'est le 11 mai? Est-ce que c'est une date clé? Alors, c'est à la fois une date clé et à la fois, ce n'en est pas, puisque la reprise sera nécessairement progressive et elle ne concernera pas tous les salariés. Donc, voilà. Quand on dit qu'elle ne concernera pas tous les salariés, ça veut dire que pour préparer la reprise, et dans le cadre du dialogue social, il faut bien préparer la sortie du confinement et la reprise d'activité. Il faut avoir une juste estimation de l'activité de reprise, activité partielle, parce que, et ça on l'a vu dans une grande entreprise, ils ont fait revenir des salariés et ils n'avaient pas les pièces détachées. Donc là, ça a été catastrophique en termes de dialogue social, puisque les salariés se sont sentis blessés. On leur a demandé de reprendre dans des conditions pas acceptables, puisqu'il n'y avait pas les pièces détachées. Et les organisations syndicales ont crié au scandale parce que voilà, ils avaient alerté sur le fait que la reprise n'était pas possible. On se tient tous aujourd'hui par la barbichette, puisqu'on est tous interdépendants de nos fournisseurs et de nos clients. La reprise, c'est anticiper les situations des personnes vulnérables et fragiles et la prise en compte des singularités et toujours penser équité et équilibre. Là, vous avez un vrai travail, et ça, c'est peut-être vos managers de le faire, de bien identifier les personnes qui ne vont pas pouvoir reprendre. Et quand vous avez une activité partielle, donc ça touche à l'équité, faites reprendre ceux qui peuvent et non bien évidemment pas les personnes vulnérables, pas les personnes fragiles et pas les personnes qui ont quelques singularités. Singularité, ça veut dire qu'elles pourraient reprendre, mais leurs conditions personnelles ne leur permettent pas. Est-ce que ça doit nécessairement passer par du volontariat? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ça doit avoir une finesse dans l'analyse des situations de chacun par rapport à la reprise pour pas qu'il vous soit justement taxé d'inéquité ou de maladresse. Et donc, tout ça, c'est la mise en place, bien évidemment, négocier, discuter avec les salariés directement, pourquoi pas, avec bien évidemment les partenaires sociaux et avec la médecine du travail, des mesures de sécurité et de santé. Et là, on est bien dans le cadre du dialogue social. Vous reprendrez positivement l'activité si vous avez fait ce cheminement avec l'ensemble des parties prenantes pour vous assurer non pas que vous avez les meilleurs ou le nec plus ultra des mesures, mais les mesures adaptées qui conviennent, qui sont comprises par les partenaires sociaux, qui sont acceptées par la médecine du travail et qui sont de nature à rassurer les salariés, parce qu'il y a une vraie appréhension dans la reprise.
Le jour J est important. Le jour J, c'est pas on rentre et on va directement, de notre point de vue, au charbon, si j'ose cette expression-là. Le jour J, il va falloir former les salariés aux mesures des préventions. Ça fait partie du dialogue social. Il va falloir proposer des dispositifs simples permettant au collectif de s'exprimer, des réunions d'information pour se retrouver. Je pense qu'il faut perdre du temps pour mieux en gagner, perdre du temps avec vos salariés dans la reprise, les laisser s'exprimer sur leurs appréhensions, sur leurs questionnements, questionnement vis-à-vis même de l'entreprise, questionnement vis-à-vis de l'activité. Donc la première journée, peut-être que ce ne sera pas une journée de travail, mais ce sera une journée de recohésion des équipes et donc de dialogue social. Et ensuite, proposer également des dispositifs également simples, ce n'est pas la peine de faire des usines à gaz, pour identifier et capitaliser sur les bonnes pratiques de mise en œuvre. Ceux qui ont fait 3 mois de télétravail, je pense qu'ils vont s'interroger à savoir si le télétravail ne peut pas devenir voilà, une manière de travailler plus régulière et récurrente pour eux. Proposer un cadre collectif pour réinterroger jusqu'à même le sens au travail, voir votre projet d'entreprise dans sa dimension sociale et dans sa dimension environnementale. J'oublie pas, bien sûr, les exigences économiques, mais les salariés, quand ils vont revenir, ils vont se poser ces questions-là. Donc, si vous ne les mettez pas sur la table, vous allez créer un fossé entre eux et vous, et ça sera difficile pour les motiver et pour les mobiliser vers les exigences économiques et les exigences d'activité qui seront aussi les vôtres. On est vraiment sur une conduite du changement à opérer. Et faisons attention, celui qui va vous dire « oui, bingo, j'accepte tout de suite », attention à ce que dans 3 mois, ils ne reviennent pas en arrière. Et donc, il y en aura identifié ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont dans la résistance, ceux qui sont moteurs dans ce changement, quelque part, qui est le vôtre, avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, salariés, managers, organisations syndicales et bien évidemment direction. Donc, il faut partager sur les enjeux du court, du moyen terme et donner la vision à long terme. Il faut partager, prendre du temps de partager et il faut proposer un juste équilibre entre les exigences économiques et les considérations sociales, au risque de créer une rupture et une cassure entre le collectif de travail, la direction et les managers. Les managers eux-mêmes vont se poser ces questions-là. Donc voilà. Tout le sujet du dialogue social, c'est de retrouver la cohésion d'ensemble pour un projet commun. Alors, chose que vous faites ou que vous avez eu fait, mais qui nous semble être primordiale pour réaborder sereinement la reprise du travail de manière partielle, avec les bonnes personnes, au bon moment, aux bons endroits et de manière assez concertée. Il est midi, et, il m'était donné une demi-heure. J'aurais bien parlé une demi-heure de plus. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Sachez que voilà, ce temps-là peut être mis en replay sur le site de vos cabinets et que le prochain JT, c'est mardi prochain, 5, sur le management et le confinement, comment manager à distance aujourd'hui et demain.